pour cette projection de film de notre cher Nicolas Vanier, réalisateur. J'espère que vous avez passé un bon moment. Voilà, vous allez avoir la possibilité et le bonheur de pouvoir échanger avec Nicolas, qui est là avec nous cet après-midi. Merci. Voilà, je vous demande de l'accueillir de la plus chaleureuse de façon possible. Bonjour à tous, merci beaucoup. Ça me fait chaud au cœur de voir cette salle pleine de personnes, dont beaucoup que je connais. Le distributeur Gaumont, figurez-vous, quand il m'a envoyé la liste des villes que je devais rencontrer, j'ai regardé et il ne figurait pas Orléans. La seule salle dans laquelle j'ai présenté la totalité de mes films depuis, vous vous souvenez, L'Enfant des Neiges, Le Dernier Trappeur. 2004. Donc voilà, donc j'ai aussitôt appelé le distributeur et je lui ai dit, il n'est pas question que je n'aille pas à Orléans, que je ne rencontre pas ces personnes qui me font l'amitié pour beaucoup de me suivre depuis si longtemps, et c'est la raison pour laquelle, et avec un grand plaisir, je suis ici. Merci à François Bonneau, notre dévoué président de région, d'être là auprès de l'association des Amis de Chemin de Sologne, avec lequel on a, même si on s'écarte, mais pas tellement du sujet, parce que là on parle d'un monde à l'envers et du monde à l'envers de la Sologne, avec lequel entre autres on s'est battu pour ces questions d'engrillagement qui cancérisent la Sologne. Avant d'échanger au travers de questions-réponses, ça sera beaucoup plus sympa, d'autant plus que je suis chez moi et à la maison. Je voulais juste vous dire quelques mots sur ce film qui est assurément celui qui, j'ai envie de dire, qui me ressemble le plus, en tout cas, qui est celui qui se rapproche le plus de ce que j'ai envie de défendre, de ce dont j'ai envie de parler aujourd'hui, sachant que ce film résulte en quelque sorte à la fois d'une inquiétude et d'une espérance. Une inquiétude qui s'est forgée au travers de tous les voyages déjà que j'ai pu faire durant 40 ans de ma vie dans des paysages très fragiles que sont ces paysages de l'Arctique, où j'ai effectué de longues et grandes expéditions durant lesquelles parfois pendant 1 an, 2 ans, je vivais comme un véritable homme préhistorique en quelque sorte, puisque mes seuls moyens de subsistance, c'était ce que mon fusil, ma canne à pêche, la cueillette. J'étais ce matin en train de cueillir des girolles dans les bois de Sologne. J'ai gardé cette habitude, bien sûr. Et donc, ces années-là ont forgé chez moi, bien sûr, ont construit une relation à la nature qui est assez particulière, qui m'a fait aimer avec mes yeux et avec mon cœur ces territoires. Et depuis une vingtaine d'années, j'ai malheureusement, notamment dans ces paysages que j'ai traversés encore dernièrement en traîneau à chien, il y a quelques années, vu les conséquences, entre autres, du réchauffement climatique, qui sont absolument dramatiques, qui sont exponentielles. Et donc, le début de cette histoire que vous avez vue raconte bien évidemment quelque chose que je voudrais éviter à tout prix, mais qui, à mon sens, est quelque chose vers lequel nous allons si nous ne changeons pas. Parce qu'il n'y a pas une personne sensée sur cette planète qui vous dira que c'est possible de continuer à vivre dans un monde où, par exemple, on consomme en 8 mois ce que la Terre produit en 12. C'est absolument impossible. Et ne parlons pas des conséquences dramatiques, dont certaines que je connais bien, sur des sujets comme la fonte du permafrost et autres, des conséquences du réchauffement climatique. Il faut donc impérativement que nous changions. Et force est de constater que nous sommes encore dans le déni, que nous ne changeons pas. Et donc, j'ai voulu le début de cette histoire, un petit peu anxiogène pour certains, parce que, bien évidemment, je ne souhaite pas que ça arrive, mais parce que je voudrais que je l'évite. Quand je disais que cette histoire est résultait d'une inquiétude et aussi d'une espérance, j'espère que vous avez noté que ce film était joyeux et plein de bonne humeur. Une espérance parce que ce film, il parle beaucoup de ces valeurs qui, à mon sens, sont celles qu'on doit remettre à l'ordre du jour, qui ont disparu en rien de temps, parce que 40 ans, 50 ans, c'est rien à l'échelle de l'humanité. Ce sont ces valeurs de solidarité, de partage et surtout d'une certaine relation à la nature.
Voilà ce pourquoi j'ai tant de plaisir à voyager depuis quelque temps avec ce film, et surtout de conclure, parce que malheureusement je vais passer cette semaine à la période surtout de promotion parisienne. Vous aurez tous compris ici que je ne suis pas un passionné des grandes villes et de Paris, donc ça me fait un immense plaisir d'être avec vous. Et donc plutôt qu'un long monologue, écoutez, je suis à votre disposition pour répondre à toutes les questions qu'on peut susciter. Voilà ce film. Je suppose qu'il y a un micro dans la salle. Ben voilà, donc il vous suffit de lever le doigt, on vous apporte le micro. Il suffit de me faire un petit coucou de la main. Et puis, avant tout, pour la prochaine écriture, pour le prochain roman ou prochain film, un petit peu de chocolat pour stimuler l'intellectuel qui est en vous. Ben merci infiniment. Merci beaucoup. Nos petits chocolats, pas petits, nos grands chocolats, Stéphane Papillon, notre partenaire avec toutes nos avant-premières, et qui à chaque fois remporte un succès au niveau de nos invités, parce que non seulement c'est beau, et en plus c'est joli. Et ça fait du bien. Eh ben merci, parce que j'adore en plus le chocolat. Alors je vous écoute. S'il y a une petite question parmi vous, je m'approche. N'ayez pas peur. Vous n'allez pas me dire que c'est chez moi à Orléans que la seule salle où les gens vont pas oser poser des questions, parce que là je m'en vais tout de suite. Non, ils sont timides. Ils sont réservés, c'est dimanche après-midi. Oui, bonsoir Monsieur Vanier. Je suis enchantée de vous retrouver, Madame Quenu. J'avais déjà coopéré avec vous, avec l'école buissonnière. Et franchement, je pense que c'est un film qui mériterait auprès des jeunes, de cette jeunesse que j'accompagne en collège, lycée et aussi à la fac. Un film à montrer. Et voilà, je sais bien que vous n'aimez pas forcément vous déplacer partout, mais alors, sans vouloir m'initier, vous avez un dossier de presse qui est fantastique, qui est disponible sur le net, justement avec une visée qui est faite pour les écoles primaires et secondaires. Donc n'hésitez pas à visiter, c'est très bien fait, c'est carrément très intéressant, et ça laisse effectivement le fait de pouvoir partager avec les enfants. Parce que je dis ça parce que c'est vrai que cette jeunesse est incroyablement axée sur l'argent, plus que jamais. Moi, je m'en rends compte quand je leur fais écrire leurs 50 rêves à la manière de Perrette, par exemple. C'est que des rêves axés sur les voitures de luxe, l'argent, et ils ne parlent que de ça, avoir. Et voilà, je pense que peut-être plus que pour nous, un peu plus sensibilisés car plus âgés, cette jeunesse a besoin, c'est curieux parce qu'on l'enseigne au collège, mais ce film, il dit tout. Et puis il met en alerte aussi, puisqu'ils sont que dans l'avoir. Écoutez, merci, je ne serai pas aussi défaitiste que vous. Je trouve qu'il y a quand même dans la jeunesse d'aujourd'hui, dans cette génération qui se trouve à l'école, une prise de conscience qu'on n'avait pas forcément, qui résulte notamment d'un excellent travail qui est fait par beaucoup de professeurs, qui est fait par le ministère de l'Éducation nationale depuis de nombreuses années, qui travaille sur ces questions-là. Et j'ai travaillé avec le ministère de l'Éducation nationale, puisque j'ai initié et conduit, j'ai eu cet honneur-là, ce que nous avons appelé l'école Agit, c'était le Grenelle de l'environnement dans les écoles, et nous avons fait travailler des centaines de milliers d'enfants avec le professeur pour essayer de trouver, et on a trouvé des solutions pour baisser l'empreinte écologique de certaines classes, de certaines écoles, voire de certains villages. Mais vous avez raison, et c'est la raison pour laquelle, et vous le disiez, on a beaucoup sur ce film notamment travaillé et développé tout un programme d'éducation à l'environnement que tous les professeurs peuvent télécharger, de façon effectivement à pouvoir travailler sur ces questions que soulève ce film. S'il y a bien quelque chose qui me fait très plaisir depuis que je voyage un petit peu au travers de toute la France avec ce film, c'est que beaucoup de personnes viennent me voir en disant « Écoutez, on a passé un très bon moment pendant 2 heures, mais c'est un film dont on a envie de se retrouver autour de ce film ce soir, d'en parler en famille. Ce film pose des questions. » Et c'est ce que je désirais. Et donc, nous avons répondu à une grande partie des questions au travers d'un programme qu'on a notamment développé avec Nathan, avec le WWF. Donc, ça répond à votre demande. Je vous amène un micro. Bonjour, je voulais poser une question par rapport au livre qui existe aussi, et savoir si l'écriture du livre et du film avait été faite de façon en parallèle, et aussi d'emblée, en écrivant le livre, il y avait un film qui se dessinait. Oui, c'était une espérance, parce que c'est beaucoup plus facile d'écrire un livre.
que de trouver le financement, par exemple, pour voilà, réaliser un film, réunir une équipe et un casting. Mais j'avais très envie, en racontant cette histoire au travers de ce roman, effectivement, d'en faire un film. Donc l'idée du film s'est construite en même temps que l'écriture voilà, du roman. Je disais plus facile aussi parce que quand on écrit un roman, on n'a pas de contraintes ni de temps, ni de durée, ni de contraintes financières. C'est beaucoup plus compliqué d'écrire voilà, un scénario dans lequel il faut condenser une centaine de pages sur 500 pages voilà, d'un roman. Mais c'est un exercice que j'aime, je trouve que c'est très complémentaire. Ça fait déjà pas mal d'années, beaucoup d'années, que pratiquement tous mes films sont à la fois d'abord un roman, puis ensuite un scénario, et donc un film. Et j'ai toujours, et depuis ma plus tendre enfance, depuis mes premiers voyages, eu pour habitude voilà, d'emmener un crayon pour prendre des notes, pour écrire ensuite un livre et une caméra pour pouvoir en ramener un film. Et donc je suis à chaque fois, voilà, quand je peux à la fois avoir ce plaisir d'écrire un livre et de faire un film, je trouve ça formidable. Bonjour Monsieur Vanier. Bonjour. Deux petites questions. La première, c'est par rapport au casting. Très étonnant de voir dans cette parade autant d'acteurs différents, tels que Michael Youn ou Yannick Noah. C'était sa première apparition dans un film, Yannick Noah? Alors, quand on écrit une histoire, on a des rêves et des envies qui ne se concrétisent pas forcément parce que les comédiens ne sont pas toujours disponibles, ou n'ont pas toujours envie de participer. En ce qui concerne votre question concernant Yannick Noah, je voulais vraiment que ça soit non pas un acteur, mais un personnage public, une personnalité publique qui dégage ce que dégage Yannick, qui est un entraîneur, quelqu'un qui, je le pense et je le vois depuis que je voyage notamment avec Yannick sur les avant-premières, c'est quelqu'un qui sait dégager et qui dégage quelque chose auprès du grand public de positif. La mauvaise nouvelle a été que moi je ne connaissais pas Yannick. La mauvaise nouvelle a été qu'il a toujours refusé tous les rôles qu'on lui a proposés au cinéma. On lui en a proposé beaucoup. Mais il se trouve que son agent que nous avons contacté, Nicolas Vanier, un film, une fable écologique, il a décidé d'en parler à Yannick qui était au Cameroun, qui a reçu le scénario et qui, en terminant la dernière page du scénario, a appelé l'agent en disant « Donne-moi le numéro de téléphone de Nicolas Vanier, je veux l'appeler tout de suite, j'ai envie de faire ce film ». Cette envie, elle ne venait pas chez Yannick de celle d'être acteur de cinéma, mais c'était surtout voilà, d'être à mes côtés pour pouvoir voilà, défendre cette idée qui est, je le pense, je l'espère, une idée plutôt positive pour l'avenir. Et Yannick a écrit cette chanson que vous vous souvenez peut-être, Aux arbres citoyens. Il est engagé auprès des jeunes, il est engagé voilà, sur ces questions-là, et donc il avait envie, au travers de ce film, de s'engager à mes côtés pour ce message qui lui paraissait important. Donc ça a été une bonne nouvelle. Vous parlez de Michael Youn. Eh bien, ce que je peux vous dire, c'est que la première fois qu'il est venu en Sologne, chez moi, dans la ferme que j'habite, pour travailler pendant 3 jours, que je lui ai mis une paire de bottes pour faire le tour de la propriété, il était complètement paumé, parce qu'il s'en cache pas du tout, hein, c'est un rat des villes, comme on dit. Et à sa grande surprise, c'est quelqu'un qui, lorsque nous sommes partis dans le Morvan, imaginait dès le vendredi soir vite prendre la voiture ou le train pour rentrer à Paris. Et à sa grande surprise, au bout de 2 ou 3 semaines, c'était lui qui appelait ses copains, sa famille, pour venir le rejoindre dans le Morvan, pour leur montrer la forêt, pour leur montrer, je m'en souviens, un petit chevreuil qui avait 2 petits fans qu'il avait repérés le matin en allant à pied sur le tournage, parce qu'il a découvert que c'était formidable que de marcher pendant un quart d'heure, 20 minutes. Il a découvert un petit peu comme dans le film, finalement, Michael a découvert quelque chose qu'il ne connaissait pas. Et il a d'ailleurs depuis acheté une maison à la campagne, donc c'est vous dire si le personnage il a évolué un petit peu comme dans le film, pour mon plus grand plaisir. Et puis surtout, je pressentais, et je crois ne pas m'être trompé, mais ça c'est à vous de le dire, je pressentais un acteur aussi formidable que l'est par exemple Eric Elmostino, quelqu'un de très sensible, à l'inverse de ce que l'on peut imaginer, parce que c'est vrai que Michael est quelqu'un d'assez clivant,
avec des personnes qui n'aiment pas une partie de sa personnalité, de ce qu'il a fait. Mais je trouve qu'ici, en tout cas, sur ce film-là, il présente un rôle assez voilà, formidable. Donc j'ai été très gâté sur le casting, avec par exemple celui que j'appelle Berluche, mon ami Berléand, avec lequel j'ai fait l'école buissonnière, et qui m'a dit, lorsque je l'ai appelé, ah c'est impossible, je suis au théâtre, j'ai un film, je peux pas dans les dates, c'est impossible. Et puis on se met à parler d'autre chose, et puis il me dit, mais c'est quoi ton histoire? Et puis à la fin du coup de téléphone, il dit, mais envoie-moi quand même ton scénario, je trouve ça intéressant, ton histoire. Pile 1h45 plus tard, je vois Berluche, et il me dit, je fais ton film. Je dis, tu m'as dit que c'était pas possible. Et il m'a répondu, là où il y a une volonté, il y a un chemin, je ferai ton film. Et il a fait mon film, ça a été compliqué parce que le soir il était au théâtre. Donc voilà, tout ça pour vous dire que j'ai été très gâté par ce casting assez hétéroclite, mais qui, je trouve, fonctionne bien. Deuxième question portée sur la région, parce que, sachant Sologne, je pensais découvrir les images de la région, et donc apparemment tout a été tourné en Morvan, c'est ça? Ah ben, je crois avoir suffisamment rendu hommage à la région au travers de l'école buissonnière pour ne pas revenir sur ces terres. Je vais attendre qu'il y ait un petit peu moins de grillage en Sologne peut-être pour refaire un film. Je ne sais pas si on... Oui, on va y arriver, hein, François. Mais donc, oui, non, j'ai tourné bien sûr l'école buissonnière en Sologne. Je vais encore faire pas mal de choses en Sologne. Il est même peut-être question voilà, d'un film qui va être tourné en Sologne autour voilà, de quelque chose auquel je crois qui est programmé pour être en prime time sur France 2. Donc je pense que vous verrez bientôt la Sologne à l'honneur pour parler d'un certain nombre de choses et de ces valeurs dont je parlais tout à l'heure. Mais là, non, nous avons donc tourné l'intégralité du film dans cette belle région qui est cette région du Morvan que je connaissais un petit peu, notamment pour aller voir François Mitterrand à Château-Chinon, qui a téléphoné à Gorbatchev pour me donner l'autorisation pendant 2 ans de traverser la Sibérie. Mais là, c'est une autre histoire. Merci. Ah, j'arrive, d'autres questions, madame? J'ai pas de questions. Je veux juste vous remercier d'avoir... Ou un ressenti? Prenez le micro. Bonjour. J'ai pas de questions, je voulais juste vous remercier. Je suis une Solognote, fils de paysan. Ça m'a emmené 60 ans en arrière. Vous voyez, j'en suis toute émue. Merci d'avoir mis le monde paysan en avant. Parce que en cas de crise, qu'on ne veut pas croire, c'est quand même encore les paysans qui nous donneront à manger. Donc rien que pour ça, je vous remercie. Écoutez, merci infiniment, ça me touche d'autant plus que je suis petit-fils de paysan, que j'habite la ferme de mon grand-père, que j'ai fait des études au lycée agricole du Chénois, ce pourquoi dans le film on parle des bonnes notes que nous avions, que j'avais lorsque j'étais au lycée agricole du Chénois, en calculant les doses maximum de pesticides, d'insecticides, d'engrais à mettre sur des terres, des exploitations devenues totalement hors sol. Je suis particulièrement sensible à cette question parce que voilà, j'ai écrit un livre sur la nécessaire réforme de la PAC avec un certain ministre de l'Agriculture. Je connais toutes ces questions-là et je suis voilà, particulièrement sensible au fait que tous ces paysans, parce que vous aurez compris que je préfère en parler de paysans que d'exploitants agricoles, sont victimes de tout un système depuis 40 ans qui nous a amenés là où nous en sommes, c'est-à-dire des terres qui, pour certaines, ne sont plus capables de nourrir les hommes, des paysans qui, pour certains, voilà, travaillent 12 heures par jour, alors même que certains financiers ont un aller-retour à la bourse, gagnent 100 000 euros dans la journée. Là, je parle d'un fait réel, hein. Il y a 4 étudiants qui, au début du Covid, 4 étudiants de 22 ans qui ont fait un aller-retour dans la journée sur des matières premières, dont du blé, qui ont gagné 800 000 euros. Et je peux vous dire qu'il y a une séquence qui m'a particulièrement fait plaisir, qui est celle où Eric Elmosnino dit à Michael Young qui gagne 5 000 euros, avec Eric Elmosnino qui répond, bah dis donc, 5 000 euros par mois, ça doit être dur.
Et bien évidemment, Eric qui répond non, ses parents, parce que c'est la réalité de ceux qui travaillent pour certains 10 heures, 12 heures par jour. Vous avez raison, pour faire le plus beau métier du monde. Et je trouve qu'on devrait avoir voilà, beaucoup plus, être beaucoup plus redevable la société que nous le sommes. Et j'étais heureux de l'évoquer dans ce film. Ici. Juste, Nicolas, tu disais que tu avais été gâté pour le casting. Moi, je veux te dire que tu nous gâtes infiniment avec ce film. Parce que la distance que tu as créée te donne un regard extraordinaire. Et tu es dedans complètement, tu es dans cette réalité. Il y avait un papier dans un journal là, hier, je ne sais pas si vous avez vu, qui parle de la disparition, c'est un domaine que je connais bien, la disparition des glaciers dans les Pyrénées. En 5 ans, il n'y aura plus un glacier dans les Pyrénées. On voit vraiment, à travers ça, c'est une prise de conscience extraordinaire. Et par rapport à l'intervention sur les jeunes, sur le lycéen, je pense qu'on peut avoir... vraiment un fort espoir dans cette jeunesse, dès lors qu'on ouvre le dialogue, et tu le fais magnifiquement. Moi, j'ai proposé là, récemment aux lycéens, au lycée, il y a une centaine de lycées en région, de se saisir du problème de la COP. Et sur les 100 lycées, on a plus de 60 lycées qui sont d'accord pour engager une réflexion là-dessus. Et la proposition que je fais, il faudra qu'on y travaille, mais s'il y a des enseignants, des CPE et des jeunes qui s'engagent là-dedans, peut-être on pourra voir avec le Cinémobile comment on peut coupler une découverte de ce film, un débat autour de ce film. C'est parce qu'il est vraiment profondément marquant. Vraiment, un immense merci. Merci beaucoup. Tu parlais de la disparition des glaciers. Il y a un chiffre, moi, qui me glace le sang, qui est celui qui a été divulgué par le WWF la semaine dernière. 70% des effectifs des espèces animales ont disparu en 40 ans. Vous avez bien entendu, 70% des effectifs des espèces animales. Un tiers des oiseaux ont disparu du ciel européen, le deuxième tiers est en train de disparaître. Est-ce qu'on va sauver le dernier tiers? Est-ce que ma petite fille, qui est née il y a 1 mois et demi, avec ses yeux grands ouverts magnifiques, va, lorsqu'elle aura 25 ans, 30 ans, entendre le bruit des oiseaux? Nous en sommes là. Il faut se réveiller, il faut changer. Moi, je suis persuadé qu'on est à la fin d'un monde où on a trop conjugué le verbe avoir. Avoir, 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 toujours plus. On en voit toutes les conséquences, qui ne sont pas que environnementales. Hein. On évoquait ce matin le chiffre incroyable, puisqu'on parle des générations futures, de la dette de 3200 milliards. On est en train de laisser une dette, que ce soit ces milliards, que ce soit ces oiseaux, que ce soit vis-à-vis de nos enfants et nos petits-enfants, qui nous impose de réfléchir aux questions, effectivement, que pose modestement ce film. J'ai pas du tout, vous l'aurez compris, la prétention de pouvoir changer le monde avec ce film. J'exprime mes idées au travers de ce que je sais faire, mais je crois profondément, et je voudrais insister là-dessus, et ça sera peut-être une conclusion d'ailleurs, parce que je dois aller, figurez-vous, inaugurer une salle Nicolas Vanier dans un cinéma pas très loin d'ici. Et moi, je suis intimement convaincu, je répète à l'envi, je n'en peux plus de ces écolos qui, pour certains, et plutôt, je devrais dire pour certaines, monopolisent les temps de parole sur les radios et les télés pour nous parler d'interdiction, de restriction, de punition, qui nous parlent avec un message complètement contre-productif de demain, en nous promettant à nos enfants, à nos petits-enfants, un monde noir où on va se restreindre. Moi, je peux vous assurer, je n'ai pas fait que parler dans ma vie. J'ai supervisé la création d'un écoquartier à la Défense. J'étais avec 45, un projet de plusieurs centaines de millions d'euros. Je suis en train de travailler avec un groupe, le 3 Mousquetaires. J'ai travaillé avec la SNCF, j'ai travaillé avec Carglass pour réduire l'empreinte écologique. Nous avons sur ce film, pour la première fois au monde, on n'a pas eu recours aux énergies fossiles. On a fabriqué un film de façon totalement responsable, écologique. Est-ce qu'on s'est restreint? Est-ce qu'on est malheureux? Vous pouvez poser la question aux acteurs, aux techniciens, on a été plus heureux que sur les autres films. Est-ce que dans les classes, les écoles où nous avons baissé l'empreinte écologique, est-ce qu'on a fabriqué du malheur? C'est l'inverse.
Et je trouve qu'on ne parle pas assez du bien-être qu'il y a à mettre en application toutes ces solutions qui existent. Encore une fois, ce n'est pas du tout une question de volonté, de capacité, excusez-moi. C'est une question uniquement de volonté. Et c'est voilà, le message, en tout cas, pour revenir à ce que vous évoquiez tout à l'heure, que j'essaie de faire passer auprès des jeunes à qui il faut donner de l'espoir, absolument, absolument. Voilà, je suis désolé, je ne peux pas non plus rester beaucoup plus longtemps, puisque le film est en train de passer à Romorantin, dont on m'a dit que c'était à 1h10 de route d'ici, donc je dois filer là-bas. Je voudrais vous remercier infiniment d'être venu cet après-midi, et puis vous dire peut-être à bientôt pour un prochain film. Merci beaucoup. Merci.